Bonjour à toutes et à tous. Suite à la publication du podcast relatif au Yamato, le plus grand cuirassé de tous les temps, je me suis dit que ça serait amusant d'évoquer le cuirassé le plus ridicule de tous les temps. Bah oui, quitte à évoquer des navires qui n'ont aujourd'hui plus voix au chapitre, autant aborder l'un des plus grands fiascos de l'industrie navale. Un bateau qui fait aujourd'hui gausser tous les ingénieurs spécialisés en aéronautique. Alors, coup de bol pour nous, la France n'en est pas à l'origine. C'est l'Empire russe qui s'y colle. En effet, si je vous dis qu'ils ont inventé le cuirassé rond qui tourne sur lui-même quand il tire un coup de canon, vous n'allez pas me croire. Et pourtant, c'est la plus stricte vérité. On doit ce chef-d'œuvre à l'amiral Andreï Alexandrovitch Popov. Le pire dans cette affaire, c'est qu'il n'en a pas fait qu'un. Non, sans doute entraîné dans son élan rotatif, il a conçu plusieurs bateaux. Toutefois, des idées aussi révolutionnaires trouvent toujours une source historique. Il ne s'est pas réveillé un matin en se disant « Bon sang de bonsoir, on va faire des navires ronds ». Comme ça, on pourra faire face à nos ennemis sur tous les fronts. Non, l'origine vient de la guerre de Crimée qui opposa de 1853 à 1856 l'Empire russe à une coalition formée de l'Empire ottoman, de l'Empire français, du Royaume-Uni et du Royaume de Sardaigne. D'un côté, 1 200 000 Russes et de l'autre, 310 000 Français, 250 000 Ottomans, 98 000 Anglais et 15 000 Italiens. Les Russes sont donc 2 fois plus nombreux que les Alliés. L'Empire russe avait une certaine tendance à vouloir s'étendre un peu partout pour, officiellement, défendre les communautés orthodoxes menacées par des méchants musulmans. L'Empire ottoman se sentait lui aussi clairement menacé. Il faut dire que ce dernier se prenait depuis quelque temps des raclées un peu partout au nord de la mer Noire. Vous savez comment sont les Russes, quand ils ont une idée en tête, ils ne l'ont pas ailleurs. Pendant 300 ans, entre 1550 et 1850, les deux empires s'affrontèrent à 9 reprises et la Russie eut, la majeure partie du temps, le dessus sur l'Empire ottoman. Ainsi, au terme d'une guerre qui dura 6 ans et qui s'acheva en 1774, la Crimée passa sous l'influence russe. Elle fut annexée en 1783. Des villes nouvelles comme Odessa et Sébastopol apparurent dans la foulée et furent peuplées par de vaillants Russes. En moins de 50 ans, ces régions colonisées par les Russes devinrent très prospères et eurent une certaine influence sur l'ensemble des activités de cette zone. Comme vous l'imaginez, de la mer Noire à la Méditerranée, il n'y a qu'un pas, et les puissances occidentales s'en inquiétèrent. Il fallait coûte que coûte stopper cet expansionnisme russe. De ce fait, les autres empires se sont mêlés du problème en se disant qu'il ne fallait pas que les Russes deviennent trop puissants et influents. Ils avaient résisté vaillamment à Napoléon Ier et son neveu, Napoléon III, fraîchement sacré empereur des Français en 1852, se dit qu'il pourrait y trouver là l'occasion de laver l'affront. En 1853, c'est donc la guerre. Le conflit se déroula essentiellement en Crimée autour de la base navale de Sébastopol. Après 3 années de conflits acharnés et des centaines de milliers de morts, il s'acheva par la défaite de la Russie, entérinée par le traité de Paris de 1856. Même si les soldats alliés étaient très inférieurs en nombre, l'organisation militaire russe était désastreuse. Les soldats russes étaient mal formés et leur armement était totalement obsolète. Les fusils russes étaient tellement peu fiables que la hiérarchie militaire préconisait aux soldats de se battre plutôt à la baïonnette. Pour caricaturer, c'est comme si on leur donnait de simples lances pour affronter les soldats d'en face dont les fusils avaient une portée de plus d'1 kilomètre. En effet, les fusils français miniers à canon rayé des soldats pouvaient être mortels à plus de 1000 mètres, là où les fusils russes à canon lisse avaient une portée d'environ 200 mètres. En plus,
ils tiraient de traviole. Bref, ils n'étaient pas aidés les soldats russes. L'Empire russe vivait depuis plusieurs années sur ses acquis. Ils avaient défait l'empereur Napoléon Ier et estimé que leur armée était invincible. Alors si c'était la plus grande armée du monde, ce n'était pas forcément la plus efficace au combat. Car depuis ces échecs, l'armée française s'était énormément modernisée, adoptant l'obus plutôt que le bon vieux boulet de canon des familles. Ces avancées techniques furent déterminantes pour obtenir la victoire. C'est donc dans ce contexte qu'apparaît Andreï Alexandrovitch Popov. Officier de la marine impériale russe, il a commandé un bateau à vapeur pendant les affrontements et fut responsable des fournitures d'artillerie à Sébastopol. Même si ses missions étaient souvent cantonnées au ravitaillement des troupes, tout le monde souligne sa perspicacité et ses facultés d'anticipation. Quant à lui, il constate les bras ballants la débâcle de l'armée russe. Il est atterré par les équipements vétustes de l'armée, mais aussi par le manque de modernité des navires. Après la guerre, comme il n'est pas content, il fait de nombreux rapports à l'état-major, qui le charge de concevoir de nouveaux bâtiments. En raison de la guerre civile américaine, Popov séjourne à San Francisco avec une flotte de 6 navires de guerre. En fonction de la tournure des événements, il est prêt à débarquer pour récupérer les possessions coloniales britanniques et françaises qui se trouvent dans les parages. Toutefois, la guerre avec les puissances européennes et la Russie n'éclate pas, et Popov glandouille sur place avec ses hommes pendant plus d'1 année. Un jour, ses marins aidèrent à éteindre un incendie qui ravageait le port de San Francisco et qui menaçait de s'étendre à la ville entière. Tant et si bien que le conseil municipal de San Francisco remercia publiquement et chaleureusement l'intervention russe. Popov, emporté par l'enthousiasme ambiant, déclara qu'il était prêt à défendre la ville si les forces confédérées menaçaient d'y entrer. Et le truc de fou, c'est que ça a fonctionné. Les sudistes, apprenant cela, ne se risquèrent pas à mettre un seul orteil dans San Francisco. Dans la foulée, une église orthodoxe fut érigée dans la fraternité par des Russes et des Américains. De nombreux marins, dont les contrats d'engagement militaire expiraient, s'installèrent aux États-Unis. Le soir, Popov potasse ses plans pour concevoir les bateaux de l'avenir du futur. Il est d'ailleurs bluffé par la capacité des Américains à concevoir rapidement des navires à vapeur efficaces. Mais la douceur du climat californien ne dure qu'un temps et il faut retourner en Russie. Le principal problème posé par l'état-major à Popov est le suivant. Il a été interdit à la Russie de maintenir une flotte de combat en mer Noire. Or, comme chacun le sait, la Russie s'en bat les steaks des traités internationaux. Enfin, à l'époque, aujourd'hui tout cela a bien changé et la Russie est très respectueuse des conventions internationales. Bref, il faut absolument une flotte pour nous défendre contre ces sagouins de Français, d'Anglais, d'Italiens, d'Allemands, de Grecs. Bon, en fait, tout ce qui n'est pas russe. Comme un bateau classique, ça va faire grincer des dents et que ça va se voir un peu, Andreï Alexandrovitch Popov imagine des cuirassés circulaires. Autrement dit, une forteresse mobile capable de tirer sur tous les fronts. « Mais quelle idée de génie !» s'écrie l'empereur russe. « Donnez-lui de la caillasse pour qu'il en construise 3. 2 pour l'armée et 1 pour moi. » Les chantiers du Novgorod, du Kiev et du yacht impérial Livadia sont lancés. Le Novgorod est le premier à être construit. Il fait 31 mètres de long et de large. 6 machines à vapeur alimentées par 8 chaudières à charbon font turbiner 6 hélices, lui permettant ainsi de voguer à une vitesse ébouriffante de 6 nœuds, soit un peu plus de 10 km/h. 2 gros canons sont placés au centre et 16 canons plus petits complètent l'armement. Comme il y a une surface importante, on peut également mettre sur le Novgorod 4 autres petits bateaux. La conception est révolutionnaire et tout le monde est épaté par le génie nautique de Popov. Cerise sur le gâteau, l'architecte naval britannique Sir Edward Reed, en personne, l'un des plus réputés ingénieurs de la planète et directeur en chef de la construction navale de la Royal Navy, salue l'exploit
et valide la conception. Car, figurez-vous, qu'il préconisait la même chose. Enfin, il ne préconisait pas des navires ronds, mais des navires beaucoup plus larges. Tout le monde est tellement emballé par cette idée qui va changer la face du monde que l'empereur Alexandre II demande qu'on débaptise le second navire, le Kiev, pour l'appeler Vice-amiral Popov, pour honorer comme il se doit le génie russe. Le tsar va même plus loin. Il prend un décret impérial. Tous les bateaux ronds de ce type seront nommés des Popovka. Popov est super fier et effectue quelques pas de breakdance pour remercier le tsar. Ensuite, il lui offre le yacht Livadia. L'empereur Alexandre II est super content. Il va pouvoir emmener plein de gonzesses sur son yacht de luxe insubmersible et les faire danser en maillot de bain sur son pont hyperspace. Toutefois, on se rend compte que ces navires sont complètement nuls. Ah ouais, nuls de chez nuls. Quand les gros canons tirent, le bateau tangue fortement. Pire encore, si un seul des gros canons balance sa pastille Valda, le bateau tourne dans le sens opposé, obligeant le capitaine à jongler avec les 6 machines à vapeur pour rectifier la position du navire. D'autre part, si la mer est agitée, le bateau est ingérable. Si la proue plonge dans l'eau, la poupe a le cul à l'air, et vice-versa. Même si le bateau a officiellement une proue et une poupe, comment voulez-vous vous y retrouver avec un navire en forme d'assiette? Les 360 degrés du bateau sont tous des proues et des poupes en puissance, en fonction des caprices d'une météo turbulente. Comme le pont est souvent recouvert d'eau, les marins font des super glissades sur des dizaines de mètres, surtout en période hivernale, ce qui devait, vous en conviendrez, être assez cocasse à contempler. Comme en plus il est hyper large, il n'est pas facile à manœuvrer, sur un lac il serait nickel chrome, mais en mer c'est une calamité. La houle, c'est-à-dire le mouvement ondulatoire et répété de la mer, donne de fortes impulsions au niveau de la circonférence. Tant et si bien que les équipements situés à ces endroits, après de multiples chocs, avaient tendance à se désolidariser et devenaient branlants. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'au bout du bout, ces constructions ne servaient plus à rien, car l'histoire avait changé, elle aussi, le cours des choses. Souvenez-vous, la défaite de la guerre de Crimée avait comme conséquence l'interdiction d'avoir une flotte russe en mer Noire. Sauf qu'entre-temps, les Prussiens et les Français se sont déclarés la guerre. Napoléon III a été battu. Comme la Prusse était la grande copine de la Russie, les accords du traité de Paris sont tombés à l'eau. Dans les faits, quand le Novgorod et le vice-amiral Popov ont été livrés, ils n'avaient plus aucune raison d'être. La flotte russe pouvait de nouveau circuler comme elle l'entendait. Au sein de la marine impériale russe, aucun capitaine ne voulait commander ce truc rond, hyper lent, plus apte à donner le mal de mer à l'ennemi qu'à l'effrayer. L'historien naval Anthony Preston a publié un livre recensant les pires navires de guerre du monde. Il décrit les Popovka comme ceci. Ce fut un échec lamentable. Ils étaient trop lents pour endiguer le courant dans le Dniepr et se révélèrent très difficiles à diriger. Dans la pratique, le tir d'un seul canon les rendait incontrôlables et même la rotation contra-rotative de certaines des 6 hélices ne parvenait pas à maintenir le navire sur le bon cap. Ils n'ont pas pu faire face aux intempéries que l'on rencontre fréquemment en mer Noire. Ils tanguaient trop fortement et ne pouvaient pas viser ou changer leurs armes dans de telles circonstances. Fred Thomas Jens, éditeur de référence sur les navires de guerre, publia un témoignage édifiant. Lors d'une croisière d'essai, le Novgorod et le vice-amiral Popov remontèrent très bien le Dniepr sur une certaine distance, jusqu'à ce qu'ils effectuèrent une manœuvre de retournement. Ils furent alors emportés par le courant qui les ramenait à vive allure vers la mer. Impuissants, ils tournaient en rond. Chaque âme à bord avait le tournis et personne n'était en mesure de diriger les navires. C'était une évidence,
Les navires pouvaient remonter un cours d'eau, mais ne pouvaient pas le descendre sans tourner sur eux-mêmes. Discrètement, les navires furent désarmés puis mouillèrent quelque temps avant d'être vendus à la ferraille en 1911 et 1912. Le yacht impérial, qui n'était pas rond mais de forme ovale, fut quant à lui abandonné par la famille du tsar 3 ans après sa mise à la mer, en 1883. La raison, il était toujours en panne. Si tout le monde soulignait son incroyable confort à bord, avec une quasi-absence de roulis, niveau fiabilité, c'était pas ça. D'ailleurs, dès son voyage inaugural, il s'est fissuré. Le problème, c'est qu'avec sa largeur de 46 mètres, aucun port ne pouvait l'accueillir pour effectuer les réparations. L'assassinat d'Alexandre II, en 1882, a changé également sa destinée. Son successeur, Alexandre III, avait d'autres chats à fouetter que de se promener en mer avec des gonzesses. D'ailleurs, il réprimanda publiquement Popov pour ses expériences navales coûteuses et inutiles. Après avoir pourri pendant plusieurs décennies, le Livadia fut retiré de l'inventaire de la marine russe en 1926. On ne sait pas vraiment ce qu'il est devenu. Certains affirmaient qu'il voguait encore à la fin des années 30. Toujours est-il que la révolution russe de 1917 allait s'employer à gommer toute l'histoire impériale. Il faudra attendre les années 80 pour que le pouvoir communiste réhabilite Popov comme un grand homme de la nation soviétique. Et oui, l'histoire c'est parfois comme les navires de Popov, ça tourne souvent en rond. En tout état de cause, j'espère que cette histoire vous a plu. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation et à vous dire à très bientôt sur Gunhead Story.